l'enjeu du combat mené par Maître Nègre à travers les 15 réclamations collectives qu'elle a déposées au nom de l'UWE devant le Comité européen des droits sociaux, c'est de faire apparaître que malgré les engagements souscrits par les États dans de très nombreux domaines, en vertu de la charte sociale du Conseil de l'Europe, la charte sociale européenne, les choses n'avancent pas autant qu'on aurait pu l'espérer, et que c'est singulièrement le cas sur le front de l'égalité homme-femme. C'est pas parce qu'un instrument juridique aussi précis à certains égards et dont la déclinaison a été assurée par l'organe de régulation de la charte, le Comité européen des droits sociaux, énonce des droits et énonce aussi les critères selon lesquels on peut apprécier qu'ils sont concrétisés ou non, que les États qui doivent les promouvoir en font assez pour y pourvoir. Alors, une interprétation qui résultait de sa lettre. Et que cette interprétation en matière d'égalité homme-femme voulait dire l'écart de rémunération salariale horaire doit sensiblement être réduit, alors qu'il reste aujourd'hui en moyenne, il y a des pays qui font mieux, il y en a qui font pire, de 15-16%. Ce qui est dommage, c'est que dans les productions qui ont été données par ces États en réponse aux diligences de Maître Nègre au nom de l'UWE, beaucoup d'États disent on fait pas plus mal que d'autres. Et ce qui est triste aussi, c'est que les instruments juridiques aujourd'hui sont souvent des occasions pour les États de se faire valoir. Mais j'aimerais que Louis, qui a peiné à mes suites, et qui est comme moi, je crois, un peu attristé de la façon dont les États aujourd'hui se montrent plus que frileux, quelquefois agressifs, quand on leur reproche de ne pas honorer les engagements qu'ils ont pris, qui est peiné aussi que le Comité européen des droits sociaux, qui nous avons donné une partie de notre vie, glisse vers des formes de légitimisme d'État, Oh, merci. Bon, je trouve que déjà, les 15 réclamations collectives, c'est déjà un succès, indépendamment de la décision qui sera prise, ou les décisions qui seront prises par le comité. Et pourquoi? Parce que par le biais de ces réclamations, on rend visible un problème qu'on connaît, qu'on existe. C'est le problème qui touche la moitié de la population. Donc les femmes, dans ces domaines, dans le domaine de la brèche salariale ou la représentation de femmes au sein des organes, des représentations au sein de l'entreprise. Alors, pendant très longtemps, on avait même accusé les critiques, c'est normal, la doctrine, les universités, les universitaires, que le comité n'avait pas une jurisprudence assez dynamique dans ces domaines-là. Mais nous, on disait toujours que le comité doit agir pas d'office, mais sur la base des réclamations. S'il y a une réclamation, il y aura une décision. Et on pourra développer la Charte sociale européenne en tant qu'instrument vivant. Donc déjà, j'insiste là-dessus, c'est déjà un succès d'avoir formulé ces réclamations. Parce que cela implique d'abord l'engagement des ONG dans ces domaines, et pour des problèmes collectif, parce que parfois, il ne faut pas l'oublier, on insiste beaucoup, je parle de l'obsession conventionnelle, obsession pour la Convention et obsession pour la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour arriver à Strasbourg, devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut épuiser les voies des recours internes, après 6, 7 ans, etc., pour des problèmes individuels, alors que ça touche un problème collectif, la moitié de la population, comme on disait. Alors, la vertu de la procédure de réclamation collective, c'est qu'elle a un rôle préventif, parce qu'il ne faut pas épuiser les voies des recours internes. Et ça peut toucher d'une façon positive à une partie importante, comme on disait, de la population, les femmes touchées par cette forme de discrimination
en matière de salaire ou en matière de représentation. Et je trouve que même avant la formulation de ces réclamations, le comité, comme M. Bélorgey disait, le comité avait essayé de développer la Charte sociale européenne, sans perdre bien sûr la teneur de la Charte sociale européenne. À l'occasion de ce qu'on appelle les cycles de contrôle. On va faire une longue théorie. Il y a deux méthodes d'intervention du comité, les réclamations collectives et les cycles de contrôle. Mais les cycles de contrôle ont été, faute de personnel, parce que les moyens étaient diminués du comité, parce que les États étaient nerveux, allergiques, les cycles de contrôle ont été sensiblement allégés, pour parler pudiquement, et masculés, pour parler moins pudiquement. Alors, reste la réclamation collective. L'ennui étant qu'il y a des pays qui ne les ont pas acceptés. L'ennui étant aussi que même la France, à l'époque où je présidais l'année de commémoration de la loi de 1901, ça doit faire quand même 17 ans. 17 ans. Et je présidais le comité des droits sociaux aussi. J'avais demandé à la France d'accepter que les réclamations collectives ne soient pas déposées seulement par les organisations syndicales ou par les organisations accréditées, agréées auprès du Conseil d'Europe, comme le WE. Les organisations de femmes françaises, de femmes bulgares, de femmes sildaves, auraient pu déposer des réclamations collectives si elles étaient autorisées à le faire. Mais aucun pays, sauf la Finlande, n'a accepté la réclamation collective d'associations nationales. Il faut passer par des institutions internationales qui sont pas toujours faciles à lancer. Quand Aide à toute détresse doit passer par une organisation internationale, quand il en va de même des organisations du logement, évidemment, c'est un peu dissuasif. Maître Nègre, je sais, trouve que c'est dissuasif aussi en termes de coûts. Et c'est vrai que pour l'instant, par la bouche de la Commission, ou de la signataire de la production de la Commission, j'espère qu'elle n'aura pas d'ennui. C'est pas parce qu'on célèbre ses vertus qu'il faut qu'elle ait des ennuis. Enfin, il y a des risques. Suggère que c'est pas mal que la directive de 2006, que la directive de 2006, il faudrait avoir un instrument d'évaluation des emplois neutre, au regard du genre ou du sexe. Mais l'ennui, c'est qu'elle dit que c'est pas mal, elle dit pas qu'il faut. Et comme elle dit pas qu'il faut, il y a des tas de pays qui le font pas. Sans compter que des pays qui le font, j'ai rien contre les Belges, mais nos voisins belges sont très sympathiques. Mais les Belges n'ont pas réussi à expliquer à Madame Nègre, j'ai beau m'être penché moi aussi sur leur production, n'ont pas réussi à expliquer en quoi leur indicateur était éclairant et de nature à casser les préjugés, les stéréotypes de genre. On passe beaucoup de temps à déclarer, à expliquer, à s'émerveiller, à s'indigner, à se résigner. Et après, il ne se passe plus rien. Alors ce qu'il faut, c'est qu'un organe comme le nôtre, et nous y avons pendant quelque temps veillé, pas seulement sous nos présidences, la tienne et la mienne, mais sous quelques autres, nous avons quelque temps veillé à lever, pas tous les coins, mais quelques coins du voile. Évidemment, si aujourd'hui, c'est le hijab, ceci dit sans hostilité à l'égard de l'islam, c'est le hijab qui retombe, nous avons perdu une partie de notre jeunesse. Je reviens à l'idée de... J'avais dit au début que la vertu des réclamations, c'est de rendre visibles ces problèmes. Et indépendamment des décisions qui seront prises par le comité. Ceci dit, les décisions prises par le comité pourront avoir une double portée. D'abord, elles devront être prises en compte par les autres organes internationaux de protection des droits de l'homme et des femmes. Si justement, et ici il faut bien le dire, pour les droits humains. Et des droits humains, et il faut bien le dire, si la décision prise ou les décisions prises par le comité sont plus favorables, avec cette idée du principe favor libertatis qui se trouve aussi bien dans la Charte sociale européenne, l'article H pour la Charte révisée, ou l'article 32 pour la Charte de 1961, l'article 53 de la Convention européenne, l'article 53 de la Charte des droits fondamentaux, qui part d'un standard minimal, susceptible d'être renforcé par
paramètres internationaux ou nationaux. Et c'est le deuxième double fait. Une potentielle décision du comité favorable, et dans ces réclamations collectives, la bataille ne se trouve pas, je dirais, la bataille ou le terrain de jeu n'est pas seulement Strasbourg, surtout le niveau national. Il faudra que ce soit par des mesures législatives, normatives plus largement, et surtout l'attitude et la volonté juridictionnelle, et les juges qui devront mettre en pratique cette jurisprudence du comité pour éviter finalement à l'échelle nationale cette discrimination à l'égard des femmes. Oui, s'ils ont le courage, non pas auditeurs, je m'en excuse une nouvelle fois, j'en demande pardon une nouvelle fois, mais les lecteurs du papier que je vous ai donné, faute de mieux, verront quelle importance, comme Louis et comme un certain nombre d'autres observateurs éclairés, j'attache au rôle des juges nationaux. J'explique que je n'ai pas eu beaucoup de succès dans le corps dont je suis originaire, le Conseil d'État, même j'ai eu des moments d'irritation. Le refus de faire porter un effet direct, selon le jargon consacré à la charte, m'a beaucoup irrité. J'ai failli avoir meilleur temps à la Cour de cassation, puis par un effet très extraordinaire, les gens qui allaient voter dans le sens en faveur duquel je les poussais, se sont déportés au dernier moment. Mais le professeur Jean-François Conchicombé a fait un article très éclairant dans une revue expliquant qu'on avait frémi, qu'il y avait quelque chose qui allait peut-être se passer, qui ne s'est pas passé, mais qui se passerait peut-être un jour, et que la charte aurait un effet direct. En Espagne, le professeur Carmen Salcedo, que je cite toujours à l'égal de Louis, parmi les penseurs actifs, productifs, de ce qui se passe dans leur pays et dans quelques autres, à faire sortir que les Espagnols, après avoir été un peu en flèche positivement, après avoir ensuite été sur leur couloir, ont un certain nombre de niveaux, des juridictions modestes, mais déterminées, appliquer la charte. Appliquer la charte. Bon, à ce moment-là, le monde change. Les Allemands l'ont fait aussi. Pas beaucoup, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si les bureaucraties, après avoir accepté des proclamations, secondé des bonnes paroles, ne veulent pas vraiment se mobiliser, ou éventuellement se mobilisent contre, les juges peuvent beaucoup, à condition qu'ils le veulent, et qu'eux aussi ne soient pas gagnés, soit par une vieille réticence à l'égard des droits sociaux. Les droits sociaux, c'est pesant. Les droits sociaux, c'est une sollicitation désagréable pour ceux qui sont invités à faire des sacrifices, des hommes par rapport aux femmes, ou les gens les plus aisés par rapport aux moins aisés. Ça peut ne pas non plus être la tasse de thé du juge. Mais le juge, il y a eu des juges qui ont, y compris le juge administratif d'ailleurs en France, qui ont ouvert de nouvelles carrières à de nouvelles formes de consécration de la dignité de toutes les catégories d'hommes et de femmes. Les femmes étant, pour un esprit bien compris, inclus dans la race de l'homo sapiens, et qui l'oublierait serait gravement fumé. Alors qu'on comprenne ce que nous avons pendant des décennies, et nos prédécesseurs avant nous et quelques-uns de nos successeurs après, que l'application de la charte passe par du droit, c'est-à-dire créer des normes permettant de proscrire les comportements que la charte condamne, de faire émerger ceux dont elle souhaite qu'ils se développent, mais aussi de façon très, très modeste, très quotidienne, et néanmoins
très méthodique et très exigeante, vérifier que les pratiques sont conformes aux normes. Avoir des statistiques, et des statistiques qui ne soient pas tirées d'un chapeau, qui portent sur les données pertinentes, qui établissent ce qu'il en est, statistiques sur les accomplissements finaux, sur les contrôles, sur... Voilà. Comment ça marche et qu'est-ce que les gens ont dans leur assiette, ou qu'est-ce que les gens ont dans leur assiette, et au prix de quelle diligence intérimaire entre le discours du droit et le résultat final. Voilà, la charte est dirigée à toutes les autorités publiques et dans ces domaines également aux acteurs privés. Si dans la relation de travail entre l'entrepreneur ou l'employeur et l'employé, on respectait spontanément l'égalité de salaire, il n'y aurait aucun problème. Donc il faut d'abord changer la mentalité de façon à ce qu'on respecte spontanément ce qui est juste, ce qui est imposé par la charte sociale. Or, si on ne le respecte pas, il faut accroître les ressources humaines, économiques, etc. Par exemple, l'inspection de travail. Il faudrait que la perspective de genre dans ces domaines soit inscrite dans la tête de l'inspection de travail, de façon à ce que l'obligation positive de veiller à ce que l'article 20 de la charte révisée, l'égalité homme-femme en matière de salaire, soit respectée. Ceci en plus de changer la législation, mais la législation en tant que telle, toute seule, ne va pas résoudre le problème. Il y en a même souvent trop. Voilà. Plus on cause, quelquefois, pardonnez-moi cette trivialité, plus on cause, moins on fait. Il faut causer sobrement et faire avec obstination et surtout essayer de renoncer aux esquives, aux fumées.